Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents, de vouloir assister à cette présentation de mémoire. Ce mémoire, donc, intitulé Modélisation de séries temporelles et mesures de l'incertitude liées à l'impact du risque climatique sur la mortalité. Un petit titre à rallonge. Mémoire qui a été soutenu en septembre dernier avec l'ORIA et qui a été réalisé au sein du cabinet Gallia et Associés. C'est parti, introduction. Je vais essayer de ne pas faire ça trop scolairement. Donc, l'apparition de nouveaux risques challenge les actuaires dans les modélisations, en particulier aux horizons lointains. Ça, OK. Et donc, la quantification de l'impact de ces nouveaux risques peut être rendue possible grâce à de nouvelles sources de données, notamment des données en open data. Et donc, en disposant d'informations suffisantes et de modèles adaptés, les actuaires ont la possibilité d'évaluer l'impact de ces risques émergents. Et donc, dans le même sens, les superviseurs peuvent émettre de nouvelles demandes, dont certaines pourraient devenir régulières et ou obligatoires. Et donc, ce sont notamment le cas des stress tests climatiques, dont l'objectif est de quantifier les impacts liés au changement climatique. La prise en compte de ces risques, plus ou moins nouveaux en assurance, soulève tout de même des interrogations sur la démarche à suivre. L'objectif de ce mémoire est donc de proposer une réponse méthodologique à l'évaluation du risque climatique sur la mortalité à long terme. Et bien que les modèles de machine learning ou de séries temporelles puissent réaliser des projections à long terme, l'incertitude des résultats va augmenter avec l'horizon de projection. Et donc la quantification de cette incertitude, bien qu'elle soit indispensable dans certains domaines comme la médecine ou l'ingénierie par exemple, elle n'est pas encore très développée en actuariat. Et donc, pour être plus précis, ce mémoire cherche à mesurer l'impact du risque climatique sur la mortalité et à apporter une première mesure de l'incertitude dans un second temps, à long terme, encore une fois. Alors, dans cette présentation, je vais commencer tout d'abord par une étape de données. Ce n'est pas la plus intéressante, mais l'indispensable, comme à tout projet de data science. Ensuite, nous verrons quelques phénomènes dans une étape d'études préalables qui nous permettront d'avoir des premières intuitions pour anticiper les modélisations. Nous arriverons justement sur ces dites modélisations, où là, je présenterai le modèle prophète et différentes méthodes de paramétrage. Enfin, nous verrons les projections à horizon 2050, avant de terminer par des explications sur les mesures de l'incertitude. Hop, tout de suite, les données. Alors, la projection de l'impact d'un facteur de risque demande toujours au minimum 3 sources de données. Il nous faut un historique des données. Ce sont les données dont la sensibilité aux aléas est étudiée, tels que des portefeuilles d'assurés ou des investissements. Pour ce mémoire, ce seront différentes bases de données démographiques de l'INSEE avec lesquelles nous calculerons un taux de mortalité. Ensuite, il nous faut un facteur de risque. Le facteur de risque représente les aléas auxquels sont exposées les données. Ils sont nécessaires à l'entraînement des modèles. Et donc ici, ce sera des relevés météorologiques fournis par Météo France pour avoir un historique de facteurs de risque climatique. Et enfin, il nous faut une projection de ces facteurs de risque pour fournir des variables explicatives permettant la projection des données qui sont exposées à ce risque. Ces projections des facteurs de risque, il est préférable qu'elles aient été créées par des experts du sujet. Et donc, dans le cadre du risque climatique, nous prendrons différents scénarios de projection réalisés et publiés par le DRIAS. Donc, pour ce mémoire, tous les travaux effectués et proposés sont donc uniquement basés sur des données en open source. Premier point, je vais parler de la maille, c'est-à-dire que les différentes sources de données doivent prendre en considération plusieurs contraintes qui définissent la maille. Nous avons une maille spatiale, une maille temporelle et une maille démographique. Et donc, afin de réaliser un compromis entre la pertinence des données climatiques et la pertinence des données de mortalité, il a été choisi dans notre étude de conserver une maille spatiale départementale, une maille temporelle hebdomadaire
et une maille démographique qui distinguera le sexe et des tranches d'âge de 5 ans. Euh, En élargissant la maille spatiale, par exemple, on choisit départementale, pourquoi pas France métropolitaine? Parce que ça signifie que nous avons une seule mesure de nos variables climatiques pour nos modèles. On ne peut pas dire que le climat soit identique dans le nord de la France que dans le sud de la France, donc ça ne semble pas pertinent. De même, la maille démographique, en l'affinant, par exemple, au lieu de prendre des tranches d'âge de 5 ans, prendre tous les âges un par un, nous augmentons énormément la volatilité des taux de mortalité que nous calculerons. Et donc, nous décidons également de nous restreindre aux tranches d'âge 60-79 ans, d'une part parce que l'impact climatique avant ces âges semble être peu significatif, et d'autre part parce que les taux de mortalité au-delà peuvent être trop volatiles. Donc, au global, notre maille réalise un compromis entre le biais des données climatiques et la variance des taux de mortalité. Première base de données, dans un premier temps, les taux de mortalité. Ici, ils sont calculés à partir de deux sources de données de l'INSEE. Nous avons d'abord des fichiers des décès. Ce sont des fichiers mensuels qui comprennent le détail des décès survenus sur le mois et remontés par les différentes communes de France. Ici, des regroupements sont réalisables pour passer à la maille souhaitée, c'est-à-dire passer du jour à la semaine, des âges aux tranches d'âge et de commune à département. Ensuite, afin de calculer un taux de mortalité, il nous faut l'exposition correspondante. Et donc, pour cela, nous utilisons un deuxième fichier de l'INSEE, un fichier d'estimation de la population, fichier réalisé entre autres grâce au recensement. Ces estimations étant annuelles, ici, il faut faire l'hypothèse que la population est constante sur l'année pour réduire la maille temporelle à hebdomadaire cette fois. Et donc, en concaténant les deux bases de données après traitement, nous avons donc des taux de mortalité historiques. À noter que par la suite, nous utiliserons également des bases d'estimation de l'évolution de la population, fournies également par l'INSEE, qui nous permettront de regrouper nos mailles pour passer de taux de mortalité à un nombre de décès. Maintenant, Météo France, nos facteurs de risque. Les facteurs de risque obtenus à partir de données Météo France. Il est à noter que, afin de faciliter le travail des entreprises, des actuaires, des travailleurs comme nous, euh, il y a différentes mesures gouvernementales qui existent. Et là, je cite une circulaire de 2021 qui vise à instaurer l'ouverture libre, gratuite et par défaut de toutes les données dont la publication représente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Et donc, c'est dans ce cadre que, depuis le 1er janvier 2024, Météo France publie des nouvelles données météorologiques issues de stations météorologiques, alors qu'avant 2024, une quarantaine de stations, nous en avons désormais 2105 précisément. Chacune de ces stations mesure environ 70 variables climatiques, telles que la température ou l'humidité, maximum, minimum, moyenne, des mesures secondaires, précipitations, vent, mais également des indicatrices d'événements, comme la neige par exemple. Un traitement de données est nécessaire forcément, et donc pour commencer, nous réduisons le nombre de stations de 2105 à 317 pour des raisons de fiabilité, de pertinence et d'exhaustivité. Ensuite, les différentes variables comme la température et l'humidité indicatrices sont retravaillées pour utiliser une maille hebdomadaire. Par exemple, nous passons de la température moyenne sur la journée à la température maximum moyenne sur la semaine. Et enfin, les stations sont groupées par département pour être utilisées à la maille géographique souhaitée, c'est-à-dire par département. Nous avons donc créé une base de facteurs de risque historique. Enfin, dernier de nos trois volets sur nos données, la projection des facteurs de risque. Ici, nous allons prendre des facteurs de risque, une projection de facteurs de risque météorologiques mis à disposition sur la plateforme du DRIAS, qui correspondent à différentes simulations réalisées à partir de scénarios RCP,
sélectionnés par le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ces scénarios, enfin, pardon, ces simulations sont créées à partir de ces scénarios, également des modèles climatiques. Mais avant, qu'est-ce que sont les scénarios RCP? Ce sont des hypothèses d'évolution de forçats radiatifs, ici, c'est à horizon 2100. Le scénario RCP 2.6, en bleu sur ce graphe, est le plus optimiste, avec une trajectoire à court terme plutôt logarithmique, et qui représente environ plus 1 degré à horizon 2100. Le scénario 8.5, lui, le plus pessimiste, en rouge sur ce graphe, une trajectoire plutôt polynomiale à court terme. Elle représente plus 4 degrés à horizon 2100. Ces scénarios RCP servent ensuite d'input à des modèles climatiques. Là, je ne vais pas passer trop de temps parce que ce n'est pas hyper intéressant, ça ne concerne pas directement. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ces modèles climatiques qui prennent en input ces scénarios RCP simulent des évolutions plausibles de paramètres atmosphériques en 3 étapes. Tout d'abord, un modèle de climat global, un modèle de climat régional, une méthode de correction de biais. Et donc, nous avons à chaque étape une potentielle incertitude. Et donc là, j'en viens à l'incertitude des simulations de RIAS. Nous avons une incertitude importante liée à chaque étape. D'abord, l'incertitude liée au scénario RCP. On a le scénario 2.6, 8.5 qui n'ont rien à voir à long terme. Nous avons également les erreurs des modèles climatiques. J'en ai parlé à l'instant, les modèles global, régional et les méthodes de correction de biais. Et enfin, la variabilité naturelle des paramètres climatiques. Donc, afin d'estimer une partie de cette incertitude, plusieurs simulations peuvent être utilisées. Et donc, par exemple, d'après une étude britannique qui visait à expliquer l'incertitude globale associée à ces simulations à long terme, la majorité de cette incertitude semble être expliquée par l'incertitude des scénarios RCP. Et donc, pour cela, dans la suite de cette étude, de ce mémoire, nous sélectionnerons 2 simulations. Une simulation avec le scénario RCP 2.6 et une avec le 8.5, tous deux créés avec le même modèle climatique. Enfin, maintenant que j'ai expliqué ce que c'était petit tas de traitement de données, encore une fois, là pareil, je vais essayer de pas trop m'attarder dessus parce que c'est pas hyper intéressant et redondant avec les données Météo France. Et pour cause, on veut une base de données homogène entre nos historiques de Météo France et notre futur, ici avec nos simulations obtenues avec le DRIAS. Donc, nous réalisons des extractions pour chaque département, donc c'est-à-dire 96 points de coordonnées, un par département. Les variables ensuite créées précédemment sont à recréer à l'identique. Nous devons avoir une sélection finale de variables climatiques, température et humidité, maximum, minimum, moyenne, et les précipitations. Les autres variables n'étaient pas cohérentes ou étaient décidées qu'elles ne seraient pas utiles pour la suite, donc elles ne sont pas conservées. C'est tout pour les données. Donc maintenant, avant de passer à la modélisation, nous avons une petite étape d'étude préalable pour nous permettre de comprendre certaines spécificités et avoir des intuitions. Donc tout d'abord, sur la mortalité. Depuis 2020 et avec le Covid, on observe une rupture de tendance des taux de mortalité. On a un pic de surmortalité en 2020 qui a été poursuivi en 2021 et 2022, notamment avec des épidémies de grippe et des vagues de chaleur. Et donc, il convient de se demander le comportement à attendre dans les années à suivre. Est-ce que nous sommes plutôt sur une trajectoire conjoncturelle, c'est-à-dire avec une reprise des taux post-Covid, pré-2020, pardon, pré, pas post, ou alors est-ce que nous sommes plutôt sur une trajectoire structurelle, c'est-à-dire avec une hausse qui perdure dans le futur? Ici, il a été décidé que nous voudrions avoir une rupture de tendance conjoncturelle lors de nos projections, c'est-à-dire une reprise des taux à la baisse. Ensuite, concernant le lien mortalité et climat. Tout d'abord, nous observons une corrélation négative forte entre les températures et les décès. Nous avons des saisonnalités annuelles
qui montre une hausse des décès en hiver, lorsque les températures sont au plus bas, et une baisse de mortalité en été, à l'inverse, lorsque les températures sont au plus haut. Et donc là, on a une nouvelle problématique, ce sera la modélisation des canicules qui va à l'encontre de cette saisonnalité. Nous avons une hausse de la mortalité avec une hausse des températures. Et donc pour cela, nous introduisons une nouvelle variable, la température humide. La température humide, ça correspond à un effet dangereux du climat sur la santé, directement observé par des médecins. Et en effet, à partir de 100% d'humidité relative, la transpiration ne s'évapore plus et donc provoque une augmentation de la température corporelle des 31 degrés. Le corps ne se rafraîchit plus de lui-même. On peut donc créer cette condition croisée de température et d'humidité pour avoir une nouvelle variable qui sera utilisée pour identifier plus facilement des canicules potentiellement mortelles. Maintenant, nous avons vu nos données et quelques études préalables. Nous passons à la modélisation. Et donc, première question, quel modèle utiliser? On veut un modèle pour prendre en compte nos variables climatiques dans nos projections. Euh, un modèle de série temporelle classique, par exemple, peut proposer une décomposition additive. Dans ce cas, nous avons un terme de tendance, un terme de saisonnalité et un terme pour processus stationnaire. Mais toutefois, il nous faut une alternative pour intégrer des facteurs de risque climatique. Donc pour cela, on regarde Prophet. Prophet, c'est un modèle hybride entre modèle de série temporelle, c'est-à-dire qui se base uniquement sur les observations passées, et hybride avec un modèle de machine learning qui se base uniquement sur des variables explicatives extérieures. Nous avons dans ce modèle une tendance par morceau qui est calculée à partir de points de rupture, et nous pouvons également ajouter plusieurs saisonnalités. Mais le modèle permet surtout d'ajouter un effet correspondant aux variables explicatives qui seront appelées par la suite régresseurs. Ces régresseurs peuvent être ajoutés additivement ou multiplicativement. Et enfin, nous avons le modèle neural Prophet qui doit améliorer le modèle Prophet en ajoutant un terme autorégressif qui est calculé avec des réseaux neuronaux. Ici, pour réaliser un compromis entre la complexité et l'efficacité, nous conserverons le modèle Prophet. Mais le modèle Prophet, comme n'importe quel modèle de série temporelle, demande d'utiliser la date comme index. De plus, les variables de la maille, comme le sexe ou le département, ne peuvent pas non plus être considérées comme des variables explicatives, comme peuvent le faire un modèle de machine learning. Et donc, par conséquent, une approche locale est obligatoire. Une approche locale, ce qui signifie que nous devons avoir un modèle par couple de notre périmètre, c'est-à-dire deux sexes, 96 départements et 4 tranches d'âge, soit au total 768 modèles. Donc 768 modèles à entraîner, c'est un peu compliqué. Pour une approche standard, il aurait fallu prendre en compte un hyperparamétrage, une sélection de régresseurs et une sélection des modèles en fonction de rupture de tendance, faire tout cela simultanément. Ici, ces trois étapes ne peuvent pas être faites simultanément à cause d'un temps de calcul beaucoup trop conséquent et seront donc réalisées indépendamment. Premier point sur les hyperparamètres. Dans un premier temps, certains tests sur un ensemble euh, défini de notre maille, sur un périmètre défini, ont permis de décider que nous prendrons une tendance logistique et une saisonnalité multiplicative. Ensuite, d'autres tests, comme le montre cette map, notamment sur les points de rupture qui définissent la tendance, sont effectués. Et donc, à partir de ces quelques tests, nous faisons une première sélection d'hyperparamètres. Ensuite, nos variables explicatives appelées régresseurs, je le rappelle, doivent être sélectionnées afin de réduire le nombre de variables redondantes et qui peuvent être potentiellement fortement corrélées entre elles, qui viendraient complexifier nos modèles avec un surplus d'informations. Et donc pour cela, on veut mesurer la pertinence de l'ajout de régresseurs individuellement.
Donc, c'est-à-dire que pour chaque couple, sexe, département, âge, on va faire un modèle sans régresseur et un modèle avec régresseur, ajouté additivement et multiplicativement. Ensuite, avec une métrique, ici, la RMSE, on peut mesurer l'amélioration apportée par le régresseur pour le modèle en question. Et cette amélioration est moyennée pour les 768 modèles, c'est-à-dire chacun des modèles de notre périmètre considéré. Nous avons donc une méthode pour mesurer l'apport des régresseurs au modèle. Par exemple, nous voyons sur ce graphe qu'ici, l'humidité maximum sur la semaine en additif semble être assez intéressant. Donc, à partir de ce graphe, de cette étude, nous sélectionnons deux ensembles de régresseurs. Le premier, que j'appelle version 1, on prend 5 variables qui sont ressorties précédemment et qui ne sont pas redondantes entre elles, comme la température maximum sur la semaine ou l'humidité moyenne sur la semaine ou sur le mois. On en parlait. On crée aussi un second ensemble avec les mêmes variables auxquelles on ajoutera la température humide qui est là spécifiquement pour nous aider à détecter les canicules. À partir de là, nous avons donc une sélection de facteurs de risque. Enfin, nous devons réaliser différents tests de paramètres et d'hypothèses pour obtenir le meilleur modèle possible en minimisant notre RMSE, tout en conservant notre approche conjoncturelle de la rupture de tendance. On se demande alors, pour prendre en compte notre rupture de tendance de manière conjecturelle, le modèle doit-il voir les données post-2020 ou non? Est-ce que les points de rupture qui définissent la tendance par morceau doivent s'arrêter avant 2020 ou non? Doit-on réaliser un traitement particulier pour le Covid? Et quel ensemble de régresseurs choisir? À partir de ces questions, nous pouvons sélectionner notre ensemble de paramètres optimaux pour des modélisations locales, tout en conservant une approche conjoncturelle. Donc, au final, nous conservons une période d'observation jusqu'en 2023, avec une tendance arrêtée avant 2020, un traitement spécifique pour le Covid et en prenant en compte notre température humide. Maintenant, nous venons de sélectionner nos paramètres optimaux pour des modélisations locales. Et donc, on veut évaluer l'impact de nos facteurs de risque sur le périmètre considéré. Je fais un peu vite. Ici, je présente des sorties de modèles individuels, parmi nos 768 modèles. Ils sont chacun entraînés et projetés suivant les deux scénarios RCP. On pourra retenir deux points de référence. Tout d'abord, l'été 2032 du scénario RCP 2.6 et l'été 2027 du scénario RCP 8.5. Pourquoi ces points? Pour noter des canicules et avoir une idée de si nos modèles répliquent bien les effets extrêmes durant l'été. Sur ces deux exemples, je présente en haut projection et taux de mortalité pour les hommes 60-64 ans avec le RCP 2.6 et en bas, même périmètre, mais 75-79 ans. La canicule évoquée en 2032 est bien répliquée sur la tranche 60-64 ans. Et on remarque également que sur ce graphe, les taux sont plus volatiles que sur la tranche 75-79. Sur ce second graphe en dessous, on remarque que les événements historiques sont eux plus marqués, que ce soit le Covid ou la canicule de 2003. Et nous avons également une saisonnalité plus forte. Donc, à partir de ça, nous pouvons nous dire que nos observations individuelles montrent bien les effets attendus, que ce soit la saisonnalité, la tendance ou les canicules. Ensuite, sur notre méthode, on a des modèles individuels auxquels on va ajouter nos estimations d'évolution de la population de l'INSEE pour passer d'un taux de mortalité à un nombre de décès. Ensuite, les départements sexe et tranche d'âge pourront être regroupés pour avoir un nombre de décès à la maille semaine France. Et donc alors, nous pourrons calculer l'impact des régresseurs par différence avec les résultats issus des modèles sans régresseurs.
Sur cette nouvelle représentation, nous avons l'impact climatique par semaine, après avoir groupé les sexes et départements, comme je viens de le dire à l'instant. Ici, nous avons les deux scénarios RCP 2.6 et 8.5 en bleu et en rouge, respectivement, superposés l'un par rapport à l'autre. Nous remarquons tout d'abord que les deux canicules de référence sont bien appliquées, 2027 pour le 8.5 et 2032 pour le 2.6, et qu'elles provoquent chacune environ 2700 décès supplémentaires. Nous avons donc un impact des canicules directement quantifiable. Nous pouvons également calculer la surmortalité moyenne hebdomadaire à différents horizons. Ainsi, sur la période 2024-2050, le scénario RCP 2.6, le plus optimiste, prévoit plus 10 décès supplémentaires, alors que le scénario RCP 8.5 en prévoit plus 6. Cet écart contre-intuitif entre optimiste et pessimiste vient des trajectoires à court terme. Et donc, par exemple, on peut remarquer que ces trajectoires se recroisent et que donc sur la période 2040-2050 uniquement, nous avons une surmortalité moyenne hebdomadaire de plus 19 décès selon les deux scénarios. Maintenant, on agrège ces décès hebdomadaires en annuel pour comparer nos résultats par rapport à ceux des superviseurs. Nous remarquons que nos canicules de référence sont toujours bien appliquées et ont un impact notable en vision annuelle, que ce soit 2027 comme 2032. Et on remarque une augmentation de la surmortalité liée aux canicules dans le temps. Ainsi, en 2042, par exemple, nous avons une surmortalité de 1,72% pour le scénario RCP 2.6, ici en bleu, et en 2050, une surmortalité de 2,57% pour le scénario RCP 8.5 en rouge à la fin. Et donc, à titre de comparaison, en 2023, l'ACPR a préconisé un choc sur les vagues de chaleur extrêmes pour les 65-74 ans de 1,83%. Ce scénario de forte canicule peut être comparable à nos résultats extrêmes aux alentours de 2050. Et donc là-dessus, nos chocs extrêmes, issus de nos modèles, semblent être cohérents avec ceux des superviseurs. Ici, toujours en vision annuelle, on compare cette fois l'impact des régresseurs à la moyenne annuelle de la température humide. Et donc, bien que l'impact individuel des régresseurs ne soit pas directement disponible avec Prophet, mais cette représentation nous permet de valider la pertinence de l'ajout de cette variable. Donc, l'ajout d'une variable créée à partir d'autres variables spécifiquement pour détecter les canicules. Je poursuis. Cette nouvelle représentation ici, ce sont des projections du nombre de décès et ça nous permet d'observer la rupture de tendance, qu'elle est bien considérée comme étant conjoncturelle, comme souhaité, c'est-à-dire avec une reprise à la baisse qui suit les taux historiques. Nous avons d'un côté sur ces projections en bleu et en rouge les scénarios RCP 2.6 et 8.5, mais nous avons également trois scénarios d'évolution de la population. Et donc, dans cet exemple, nous pouvons obtenir une incertitude démographique entre les scénarios de projection de la population. Et ici, leur prise en compte provoque des écarts allant de 2 à 8% à horizon 2050. Maintenant, en rapportant ce nombre de décès à la population, nous pouvons obtenir le même graphe, mais cette fois en taux de mortalité. Sur cette représentation, j'enlève les scénarios démographiques, je garde seulement les deux scénarios climatiques, RCP 2.6 et 8.5. On voit toujours que la rupture de tendance à la baisse est bien reprise, avec donc un taux de mortalité de 12,5 pour 1000 en 2019, projeté à 8 pour 1000 en 2050, pour la tranche 60-79 ans, je le rappelle.
Et donc, ces différentes représentations nous permettent d'apporter une mesure de l'impact climatique sur la mortalité. Mais il y a tout de même pas mal de volatilité, notamment par rapport au département, qui vient réduire la confiance qu'on peut avoir parmi nos résultats de nos 700 et quelques modèles. Donc pour cela, on essaie de prendre en compte le maximum l'incertitude, prendre en compte les différentes sources d'incertitude pour apprécier l'erreur globale associée aux étapes. Tout d'abord, nous avons l'incertitude liée aux données futures. Nous avons l'incertitude quantitative ici, je viens de dire, entre 2% et 8% sur le nombre de décès via le scénario de population d'INSEE et les scénarios climatiques du DRIAS. Ensuite, nous avons une incertitude qualitative qui, elle, est très difficilement quantifiable. Par exemple, elle peut être due aux erreurs de relevé météo ou lors des recensements, mais aussi aux différentes hypothèses de traitement qui ont été prises. Et enfin, il y a l'incertitude liée au modèle. Ce sera une incertitude quantitative également, qui permet de calculer un intervalle de confiance. Cet intervalle permet de voir une estimation sur la variabilité des données observées sur l'estimation des paramètres du modèle prophète. Et donc, en supposant que toutes les mailles de notre population aient un comportement identique face aux événements extrêmes, les bornes de nos 700 et quelques modèles peuvent être regroupées ensemble. Et donc, si nos modèles prévoient entre 3000 et 4000 décès hebdomadaires, l'intervalle à 95% en prévoit entre 400 et 8000. Bon, c'est pas hyper utile comme intervalle. Et donc, afin d'améliorer cet intervalle, pour prendre en compte l'incertitude, nous voulons calculer un intervalle de prédiction et non un intervalle de confiance. C'est-à-dire, un intervalle de prédiction prend en compte les erreurs liées à la projection, en plus des erreurs liées à l'estimation des paramètres du modèle. Et donc, pour cela, nous souhaitons utiliser la prédiction conforme. Alors, la prédiction conforme, c'est une méthode agnostique, c'est-à-dire qu'elle est théoriquement applicable à n'importe quel modèle prédictif pour calculer un intervalle de prédiction. Un intervalle de prédiction qui permet de quantifier les erreurs liées au modèle lors de l'estimation des paramètres, comme un intervalle de confiance, mais aussi lors de la projection. Cette méthode nécessite d'abord de découper notre base en trois, une base d'apprentissage, calibration et de test. Ensuite, notre modèle prédictif, quel qu'il soit, est entraîné sur la base d'apprentissage, puis projeté sur la base de calibration et sur la base de test. Sur cette base de calibration, nous devons définir un score de conformité. Dans le cas de l'algorithme naïf, le plus simple, ce sera tout simplement la différence absolue entre les observations et nos projections sur cette base de calibration. Le calcul de ces scores de conformité permet d'avoir une distribution des erreurs. Et à partir de cette distribution d'erreurs, nous pouvons reprendre les quantiles et les ajouter à nos projections sur la base de test. Et ainsi, nous avons créé, calculé un intervalle de prédiction. Maintenant, un petit mot sur Neural Prophet. Pourquoi? Parce que contrairement à Prophet, Neural Prophet implémente des méthodes de prédiction conforme directement. Et donc, c'est-à-dire que cette prédiction conforme peut être calculée en amont des résultats et non en aval, ce qui semble être plus pratique. Mais le modèle étant plus complexe et le temps pour réaliser le mot assez limité, malheureusement, tous ces résultats n'ont pas abouti pour avoir un intervalle de prédiction complet à la fin. Et donc, je vous présente toutefois ici un exemple d'intervalle de prédiction. Premier point, on remarque immédiatement que l'intervalle n'est pas centré. En effet, nous n'avons pas de pic de sous-mortalité, ce qui est une bonne chose parce qu'il ne devrait pas exister de conditions climatiques causant que plus personne ne meurt. Autre point, nous remarquons aussi que l'intervalle suit la saisonnalité. Nous avons des pics ponctuels pour les canicules et aussi des pics ponctuels au plus dur des hivers. Donc ces deux points semblent
montré que les intervalles de prédiction peuvent être beaucoup plus précis qu'un intervalle de confiance classique. Et donc, finir dans l'idéal, ce mémoire aurait dû se prolonger en appliquant la méthode de prédiction conforme avec Neural Prophet en amont ou avec Prophet en aval, une fois les résultats obtenus, ce qui aurait permis d'avoir une mesure de l'incertitude plus précise au global. Passe à la conclusion maintenant, histoire de terminer là. Le risque que fait peser la crise climatique sur la longévité ou sur la mortalité est déjà bien identifié. Mais la quantification de ce risque à long terme est encore au stade de développement. Pour cela, une méthode numérique a été proposée en se basant sur Prophet et son extension Neural Prophet, les méthodes de prédiction conforme. Et donc, à partir de données open source, les taux de mortalité des 79 ans sont projetés suivant deux trajectoires de réchauffement. Et donc, au final, nous avons des modèles qui répliquent bien les phénomènes souhaités, que ce soit tendance, saisonnalité et canicule. Les résultats montrent que les impacts directs du climat sur la mortalité sont tout de même assez modérés, mais cela semble plausible dans un pays au climat tempéré comme la France. Et il faut également noter que les effets combinés de la baisse des taux de mortalité dus aux hivers plus doux et de la hausse des taux de mortalité dus aux vagues de chaleur et aux canicules ont mené à une surmortalité annuelle moyenne de 0,25%, donc très faible. Et donc, bien que loin des chocs de solvabilité 2, les résultats sur les années les plus marquées, là où les canicules sont les plus présentes, sont cohérentes avec les chocs de la CPR sur ces scénarios de choc de vagues de chaleur à court terme. Et donc, petit mot de la fin, cette étude a voulu mettre en évidence la force d'outils tels que Prophet ou la prédiction conforme. Et toute cette méthode était agnostique euh, au sujet, que ce soit sur la mortalité ou le climat, et peut être appliquée à d'autres problématiques, à d'autres risques, dans le cadre de scénarios Corsa, par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis à votre disposition pour quelques minutes de questions, si vous le souhaitez. Alors, une première question, est-ce qu'il y a une raison pour le choix des scénarios RCP 2.6 et 8.5 et pourquoi ne pas avoir sélectionné le scénario central 4.5? Ici, l'idée, c'était d'avoir un intervalle de confiance large, prendre en compte toute l'incertitude qui était possible d'avoir. Donc, pour ça, prendre les valeurs extrêmes si possible. Donc, avec du recul, effectivement, peut-être qu'il n'était pas pertinent de prendre le 2.6. D'une part, parce que l'on sait que désormais, il n'est plus applicable. Et également parce que leur sac climatique recommande le 4.6 et non le 2.6, beaucoup trop optimiste. Autre question, comment expliquer le constat contre-intuitif mettant en évidence, pardon, une surmortalité plus forte à court terme avec le scénario 2.6 qu'avec le scénario 2.5? Alors ici, si je retrouve ce graphe, par exemple, à court terme, c'est pas super visible sur ce graphe malheureusement. À court terme, le scénario 2.6 a plutôt une croissance logarithmique, alors que le 8.5, plus pessimiste, plutôt polynomial, ce qui fait que le scénario optimiste est plus sévère à court terme que le pessimiste. Et au bout de quelques années, ces deux se recroisent pour effectivement retrouver les ordres de grandeur 1 degré en 2100 et 4 degrés pour le pessimiste en 2100. Question, pourquoi avoir choisi une rupture de tendance conjecturelle et non structurelle? Là-dessus, choix assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de réponse attendue pour l'instant. Personne n'a vraiment de vérité, il me semble. Donc, il a été décidé de faire un choix. Pourquoi? Parce que ne pas en faire et donc considérer que nous avons aucune des deux, c'est-à-dire entre les deux, soit conjecturelle, soit structurelle, un juste milieu, mène à avoir des résultats sur nos 700 et quelques modèles qui ne soient pas forcément cohérents entre eux.
Et donc, s'il y a quelque chose qui ne soit pas stable, pas fiable, nos projections à long terme auraient été complètement biaisées. À savoir que nous avons fait, Galia Associés, une étude récente, un mémoire qui a été publié et qui sera présenté au Congrès des actuaires sur la détection des ruptures de tendance. Donc, si ce sujet vous intéresse, pourquoi pas aller les voir. Vous avez plus d'autres questions dans le chat. Donc, si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas. Mais sinon, je pense qu'on peut bientôt s'arrêter là. Merci à vous. Merci à vous pour votre présence. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a plu. Et je vous souhaite à tous un bon appétit peut-être, ou au moins une bonne après-midi.